Lecture audio du conte Le vent raconte l'histoire de Waldemar Daoé et de ses filles, de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Quand le vent court sur l'herbe, elle se plisse comme un lac. S'il court sur le blé, le champ ondule comme la mer. C'est la danse du vent. Mais écoutez ce qu'il raconte. Il le chante, et cela résonne autrement dans les arbres de la forêt qu'à travers les ouvertures, fentes et crevasses d'un mur. Voyez-vous, là-haut, les nuages chassés par le vent comme un troupeau de moutons. Entendez-vous en bas le vent hurler à travers la porte ouverte, comme s'il était gardien et soufflait dans une corne. Il gronde étrangement dans le tuyau de la cheminée jusque sur l'âtre. Le feu jette alors flammes et étincelles. Il éclaire loin dans la salle, où l'on est assis agréablement au chaud pour écouter. Laissons le vent raconter. Il sait des contes et des histoires, plus que nous tous réunis. Regardez ce qu'il raconte. Ouh, ouh, allez-vous-en! C'est le refrain de la chanson. Il y a près du Grand Belt une vieille maison aux épais murs rouges, dit le vent. J'en connais toutes les pierres. Je les ai déjà vues lorsqu'elles faisaient partie du château de Marstic à Nesset. Il a fallu les abattre. Les voici de nouveau debout ailleurs, sur un mur neuf, une maison nouvelle. C'est la maison de Borreby, telle qu'elle existe encore. J'ai vu et connu les hommes et les dames de haute noblesse, les générations successives qui ont habité là, et je vais raconter l'histoire de Waldemar Daoé et de ses filles. Il portait haut la tête, car il était de race royale. Il savait mieux faire que courir un cerf et vider une cruche. Je finirais bien par m'en tirer, disait-il lui-même. Sa femme allait et venait, droite, en robe de brocart d'or, sur le parquet luisant. Les tentures étaient magnifiques, les meubles avaient coûté cher, ils étaient artistiquement sculptés. Elle avait apporté dans la maison les services d'or et d'argent. La cave contenait de la bière allemande, quand elle était garnie. La maison de Borreby était somptueuse, tant que la richesse y fut. Il y avait des enfants, 3 élégantes jeunes filles, Ida, Jeanne et Anne-Dorothée. Je me rappelle encore leurs noms. C'étaient des gens riches, des gens de qualité, nés dans la splendeur, élevés dans la splendeur. Ouh, ouh, allez-vous-en, chantait le vent, et il continua son récit. Je n'ai pas vu, là, comme dans d'autres maisons anciennes, la noble dame assise dans la grande salle avec ses servantes et filant la quenouille. Elle jouait du luth sonore et chantait, non pas toujours les vieilles chansons danoises, mais aussi des chants en langues étrangères. On menait une vie animée, on recevait, des hôtes distingués venaient de près et de loin, la musique résonnait, on choquait les verres. Je ne pouvais pas couvrir tout ce bruit, disait le vent. L'orgueil menait là grand train, le luxe était superbe, mais notre Seigneur n'y était pas. Et j'arrivais un soir de 1er mai, dit le vent. Je venais de l'ouest. J'avais vu des vaisseaux s'écraser contre la côte occidentale du Wieland. J'avais couru au-dessus de la lande et de la côte aux forêts vertes, au-dessus de l'île de Fuens, et j'arrivais par-dessus le Grand Belt, haletant et soufflant. Je me reposais sur la côte de Seeland, près de la maison de Borreby, où la forêt avait encore de magnifiques chênes. Les jeunes gens de l'endroit venaient dans les bois et ramassaient du fagot et des branches, les plus grandes et les plus sèches qu'ils pouvaient trouver. Ils les emportaient en ville, en faisaient des tas auxquels ils mettaient le feu, et filles et garçons dansaient tout autour en chantant. J'étais tranquille, dit le vent, mais je frôlais une branche qui avait été posée par le plus beau des jeunes gars. Son tas flamba plus haut que les autres. Il fut l'élu, reçut le titre d'honneur de géant de la rue, choisit parmi les filles son petit agneau de la rue. Ce fut une joie et un plaisir plus grand qu'on en voit dans le manoir de Borreby. Et dans un carrosse doré attelé de 6 chevaux arrivèrent au manoir la noble dame et ses 3 filles, jeunes et élégantes, 3 charmantes fleurs, la rose, le lilas et la pâle jacinthe. La mère elle-même était une tulipe éclatante. Elle ne salua personne du groupe. On cessa de jouer et on fit la révérence jusqu'à terre. Cette dame semblait monter sur une tige trop cassante. Rose, Lilas et pâle jacinthe, oh, je les ai vues toutes les 3. De qui seront-elles un jour l'agneau de la rue, me demandai-je.
Leur géant de la rue sera sans doute un orgueilleux chevalier, peut-être un prince. Wouhou, allez-vous-en, allez-vous-en. Bref, le carrosse s'en fut avec elle, et les paysans coururent à la danse. On fêta le 1er mai dans la ville de Beaurebille, à Tirrebille, dans toutes les villes d'alentour. Mais la nuit où je m'envolais, dit le vent, la noble dame se coucha pour ne plus jamais se relever. Cela l'a pris comme cela prend tout le monde. Ce n'est pas nouveau. Valdemar Doé resta grave et songeur pendant un moment. Il se disait dans son fort intérieur: le plus fier des arbres peut être tordu, mais non pas brisé. Ses filles pleurèrent, et tout le monde dans le manoir essuya ses yeux. Mais madame Doé s'en était allée, et je m'en allais. Wouhou, dit le vent. Je revins souvent, par-dessus l'île de Fuenne et les eaux du Belt. Je m'installai sur la rive du Borby, près de la magnifique forêt de chênes, où l'aigle pêcheur, les ramiers, les corbeaux bleus et même la cigogne noire construisaient leurs nids. L'année n'était pas avancée. Certains oiseaux avaient des œufs, d'autres avaient des petits. Oh, comme ils volaient, comme ils criaient. On entendait des coups de hache dans la forêt, coup sur coup. La forêt allait être abattue. Valdemar Doé voulait construire un navire d'un grand prix, un navire de guerre à 3 ponts que le roi sans doute achèterait. C'est pourquoi tombait la forêt, repère des marins, demeure des oiseaux. La pie Grièche volait, épouvantée. Son nid était détruit. L'aigle pêcheur et tous les oiseaux de la forêt perdirent leur foyer. Ils volaient çà et là au hasard et criaient leur angoisse et leur colère. Je les comprenais bien. Corneilles et Choucas criaient très fort, par moquerie. À bas du nid, à bas du nid, à bas, à bas. Et au milieu de la forêt, auprès de la troupe des ouvriers, se tenaient Valdemar Doé et ses 3 filles, et ils riaient tous des cris furieux des oiseaux. Mais la plus jeune fille, Anne Dorothée, éprouvait en son cœur de la compassion, et comme on allait abattre aussi un arbre à demi-mort, sur les branches nues duquel la cigogne noire s'était nichée, on voyait même les petits sortir leur tête. Elle pria son père d'épargner l'oiseau, le pria en pleurant, et l'arbre resta debout avec le nid de la cigogne noire. Cet arbre n'avait guère d'importance. On abattit, on scia, on construisit un navire à 3 ponts. Le constructeur était lui-même d'origine modeste, mais de noble prestance. Ses yeux et son front témoignaient de son intelligence, et Valdemar Doé l'écoutait volontiers. La petite Ida, l'aînée des filles, les écoutait aussi. Et tout en construisant un navire pour le père, le jeune homme construisit pour lui-même un château de rêve, où lui et la petite Ida habitaient comme mari et femme. Et c'était bien ce qui serait arrivé si le château avait été en pierre de taille, avec des pelouses et des fossés, des bois et un jardin. Mais avec tout son esprit, le maître n'était qu'un pauvre oiseau. Et que peut le moineau dans la danse des grues? Ouh! J'ai pris mon vol, et il a pris son vol. Comme il ne pouvait pas rester, et la petite Ida s'est consolée, car il fallait qu'elle s'en consolât. À l'écurie hennissaient les chevaux noirs, bien dignes d'être admirés, et on les admira. L'amiral était envoyé par le roi lui-même pour examiner le nouveau navire de guerre et négocier son achat. Il fit des fougueux chevaux les plus vifs éloges. Je l'ai bien entendu, dit le vent. J'ai accompagné ces messieurs par la porte ouverte, et j'ai répandu à leurs pieds des brins de paille qui semblaient à leurs pieds des baguettes d'or. Valdemar Doé voulait de l'or. L'amiral voulait les chevaux noirs, dont il faisait un tel cas, mais il ne fut pas compris, et ainsi le navire ne fut pas acheté non plus. Il resta, flambant neuf, sur le rivage couvert de planches, arche de Noé qui jamais ne prit la mer. Wouhou, allons-nous-en! Et c'était lamentable. Au temps de l'hiver, lorsque les champs furent couverts de neige, les glaces flottantes ont rempli le Belt, et je les ai amoncelées sur le rivage, dit le vent. Des corbeaux et des corneilles sont venus, plus noirs les uns que les autres, par grandes troupes. Ils se sont perchés sur le navire désert, morts, solitaires, et ont poussé de rauques clameurs sur la forêt disparue, sur les nombreux et précieux nids d'oiseaux détruits, sur les vieux et les jeunes qui étaient sans abri, et tout cela pour ce grand bric-à-brac, ce fier vaisseau qui ne naviguait jamais. Et je fis tourbillonner la neige. Elle s'élevait haut tout autour de la coque, haut sur le pont. J'ai fait entendre ma voix au navire,
pour lui apprendre ce que c'est qu'un orage. Je sais que j'ai fait mon possible pour lui donner de l'expérience. Wouhou, allons-nous-en. Et l'hiver s'en alla, l'hiver et l'été s'en allèrent. Ils vont comme je vais, comme la neige tourbillonne. La fleur de pommier s'éparpille et la feuille tombe. On s'en va, on s'en va. Les gens aussi. Mais les filles étaient encore toutes jeunes. La petite Ida, rose charmante, telle que le constructeur de navires l'avait vue. Souvent je m'emparais de ses longs cheveux bruns, lorsqu'elle restait dans le jardin près du pommier songeuse, et elle ne s'apercevait pas que je saupoudrais de fleurs ses cheveux qui se dénouaient, et elle regardait le soleil rouge et le ciel doré à travers les arbres et les arbustes sombres du jardin. Sa sœur Jeanne était comme un lys, éclatante et droite. Elle avait le port et le maintien figé de sa mère. Elle avait, comme elle, la tige trop cassante. Elle allait volontiers dans la grande salle, où étaient accrochés les portraits de la famille. Les dames étaient peintes vêtues de soie et de velours, avec un tout petit chapeau piqué de perles sur leurs cheveux tressés. C'étaient de belles dames. On voyait leurs maris couverts d'acier, ou d'un riche manteau avec une fourrure de peau d'écureuil et une fraise bleue. L'épée pendait contre la cuisse et non sur les reins. Où le portrait de Jeanne serait-il un jour accroché sur le mur, et quelle mine aurait son noble époux? Oui, c'est à cela qu'elle pensait. C'est de cela qu'elle parlait toute seule. Je l'ai entendue lorsque je me suis engouffrée dans le long corridor, jusque dans la salle, et quand je m'en suis retournée. Anne Dorothée, la pâle Jacinthe, enfant de 14 ans seulement, était paisible et réfléchie. Ses grands yeux bleu pâle avaient l'air songeur. Mais le sourire de l'enfance était sur ses lèvres. Je ne pouvais pas le chasser, et d'ailleurs je ne le voulais pas. Je la rencontrais dans le jardin, dans le chemin creux et le champ du château. Elle ramassait des plantes et des fleurs, celles dont elle savait que son père pouvait se servir pour les liqueurs et les remèdes qu'il savait distiller. Waldemar Doé était orgueilleux et outrecuidant, mais expert aussi, et il en savait long. On s'en apercevait, on en jasait. Le feu brûlait dans sa cheminée, même en été. La porte de son cabine a été fermée à clé. Le feu grandissait pendant des jours et des nuits, mais il n'en parlait guère. C'est en silence qu'il faut maîtriser les forces de la nature. Bientôt, sans doute, il découvrirait ce qu'il y avait de plus pur, l'or rouge. C'est pourquoi la fumée sortait de la cheminée, pourquoi elle crépitait et flambait. Oui, j'y étais, racontait le vent. Je chantais à travers le tuyau. Allons-nous-en, allons-nous-en. Ça fera de la fumée, des escarbilles, de la cendre chaude et de la poussière. Tu te brûleras toi-même. Ouh, ouh, allons-nous-en, allons-nous-en. Mais Waldemar Doé ne voulait pas s'arrêter. Les superbes chevaux de l'écurie, que sont-ils devenus? La vieille vaisselle d'argent et d'or dans les buffets et les placards, les vaches des champs, les terres et la ferme. Oui, tout cela peut se fondre dans le creuset à or, où l'or n'apparaît toujours pas. Grange et garde-manger, cave et grenier se vidèrent. Moins de gens, plus de souris. Une vitre se fendit, une autre se brisa. Je n'avais plus besoin de passer par la porte, dit le vent. Où la cheminée fume, le repas cuit. La cheminée fumait, mais elle dévorait tous les repas. Elle fumait pour l'or rouge. J'ai soufflé à travers la grande entrée comme un gardien dans une corne. Mais il n'y avait pas de gardien, dit le vent. J'ai tourné la girouette de la tour pointue. Elle grinçait, comme si le gardien ronflait dans la tour. Mais il n'y avait pas de gardien. Il y avait des rats et des souris. La pauvreté mettait le couvert, la pauvreté garnissait la garde-robe et l'armoire aux provisions. La porte sortait de ses gonds, il venait des fissures et des crevasses. J'entrais et je sortais, dit le vent. Je sais à quoi m'en tenir. À force de cendres et de fumée, de chagrins et de nuits sans sommeil, les cheveux et la barbe devenaient gris, la peau terne et jaune, les yeux étaient fascinés par l'or tant attendu. Je lui ai soufflé de la fumée et de la cendre dans le visage et la barbe. Les dettes sont venues au lieu de l'or. J'ai chanté à travers les vitres brisées, j'ai soufflé sur les banquettes qui servaient de lit aux filles, où leurs vêtements étaient étalés, fanés, usés, car ils devaient toujours servir. Ce n'était pas ces terres-là qu'on avait chantées au berceau de ses enfants. La vie seigneuriale devint une vie misérable. J'étais le seul à chanter dans le château, dit le vent. Je les couvris de neige à l'intérieur. Ça tient chaud, dit-on.
Elles n'avaient pas de bois de chauffage. La forêt où elles auraient pu en prendre était abattue. Il gelait à pierre fendre. Je me faufilais par des trous et des couloirs. Je courus par-dessus toits et murs afin de me maintenir en forme. Elles étaient couchées à cause du froid, les nobles filles. Le père se recroquevillait sous sa couverture de peau. Rien sous la dent et rien à brûler. Voilà une vie seigneuriale. Wouhou, allons-nous-en. Mais monsieur Doé ne le pouvait pas. Après l'hiver vient le printemps, disait-il. Après la misère viennent les jours prospères. Mais ils se font attendre, ils tardent. Maintenant le manoir est hypothéqué. C'est maintenant qu'on est tout à fait à bout. Et l'heure va venir, à Pâques. Je l'ai entendu murmurer, penché sur la toile d'araignée. À droite, petite tisseuse, tu m'enseignes à tenir bon. Si ta toile est déchirée, tu recommences et tu l'achèves. Déchirée encore, tu te remets au travail, au travail. C'est ce qu'il faut, et ça réussit. Le matin de Pâques, les cloches sonnèrent. Le soleil se jouait au ciel. Valdemar Doé avait veillé tout fiévreux. Il avait fait bouillir et refroidir. Il avait mélangé, distillé. Je l'entendis soupirer comme une âme en peine. Je l'entendis prier. Je compris qu'il retenait sa respiration. Sa lampe s'était éteinte. Il ne s'en aperçut pas. Je soufflai sur les braises. Elles éclairèrent son visage d'un blanc de craie, qui en reçut un éclat doré. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites profondes. Mais ils s'agrandirent de plus en plus, comme s'ils voulaient éclater. Voyez le verre alchimique, ça brille là-dedans, ça flamboie, c'est pur et lourd. Il leva le verre d'une main tremblante, et d'une voix tremblante il cria « De l'or, de l'or !» Il en eut le vertige. D'un souffle j'aurais pu le renverser, dit le vent, mais je soufflais seulement sur les charbons ardents, et l'accompagnais dans la chambre où ses filles grelottaient. Sa robe était couverte de cendres. Il y en avait dans sa barbe et ses cheveux emmêlés. Il se redressa, leva le verre fragile qui contenait son riche trésor et s'écria « Trouvez, gagnez de l'or !» Et il tendit en l'air le verre qui étincela aux rayons du soleil. Et sa main trembla, et le verre alchimique tomba par terre et éclata en 1000 morceaux. La dernière bulle de sa prospérité avait crevé. « Ouhou, allons-nous-en !» Et je quittai le manoir du fabricant d'or. Comme l'année s'avançait, pendant les courtes journées où la brume vient avec son torchon et répand les gouttes sur les baies rouges et les branches sans feuilles, j'arrivais de très bonne humeur. J'aérais, je nettoyais le ciel et brisais les branches pourries. Ce n'est pas un grand travail, mais il faut le faire. Un balayage à fond eut lieu aussi d'une autre façon dans le manoir de Beaurebille, chez Valdemar Doé. Son ennemi, au Véramel de Bassenay, était là avec l'hypothèque sur le manoir et les meubles. Je tambourinais sur les vitres brisées, je frappais aux portes délabrées, je sifflais au travers des fentes et des crevasses. Oui, Monsieur Auvet ne devait pas avoir envie de rester là. Ida et Anne-Dorothée pleuraient à chaudes larmes. Jeanne resta droite et pâle, se mordit le pouce à le faire saigner, ce qui ne pouvait servir à rien. Auverhamel offrit à Monsieur Doé de rester dans le manoir sa vie durant, mais on ne lui sut aucun gré de son offre. J'écoutais. Je vis le seigneur sans abri lever plus fièrement la tête, la mine altière, et je me ruais sur le manoir et les vieux tilleuls, si bien que la plus grosse branche se rompit, et elle n'était pas pourrie. Elle resta par terre devant la grande porte, comme un balai, pour qui voudrait balayer. Et on balaya en effet, je le pensais bien. Ce fut une journée pénible, un moment où l'on a peine à garder contenance, mais on avait le cœur ferme, on se raidissait. Ils ne possédaient rien que les vêtements qu'ils avaient sur eux. Si, le verre alchimique, récemment acheté, rempli des débris ramassés sur le parquet. Le trésor qui promettait, mais qui ne tenait pas. Valdemar Doé le cacha sur sa poitrine, prit son bâton à la main, et le seigneur autrefois riche sortit avec ses 3 filles du manoir de Beaurebille. Je soufflai froid sur ses joues chaudes, je caressai sa barbe grise et ses longs cheveux blancs. Je chantais comme je pus. Wouhou, allez-vous-en. Telle fut la fin de tant de splendeur. Ida et Anne-Dorothée marchaient à ses côtés. Jeanne se retourna vers la porte. À quoi bon? La chance ne devait pas tourner. Elle regarda les pierres rouges provenant du château de Marstig. Pensait-elle à ses filles?
L'aînée prit la plus jeune par la main, et elles s'en allèrent par le monde. Pensait-elle à ce chant? Ici elles étaient trois. Le père était avec elles. Elles suivaient le chemin où elles avaient roulé en carrosse. Elles allaient en mendiante avec le père, au champ de Smith Troop, à la maison en torchis qui avait été louée pour 10 marks par an. Nouvelle résidence seigneuriale, aux murs nus et toute vide. Corneilles et choucasses volaient au-dessus et criaient comme pour se moquer. À bas du nid, à bas du nid, à bas, à bas, comme le criaient les oiseaux dans la forêt de Borreby lorsque les arbres furent abattus. Monsieur Doé et ses filles le comprirent bien. Je leur soufflai à l'oreille que ce n'était pas la peine d'écouter ça. Puis ils entrèrent dans la maison entorchie du champ de Stimtrook, et je partis par-dessus champs et marais, à travers haies et forêts dénudées, vers la mer et d'autres pays. Ouh, allons-nous-en, et à tout jamais. Qu'advint-il de Waldemar Doé? Qu'advint-il de ses filles? Le vent raconte. La dernière que j'ai vue et la dernière fois, c'est Anne Dorothée, la pâle Jacinthe. Elle était alors vieillie et courbée. C'était 50 ans plus tard. C'est elle qui a vécu le plus longtemps. Elle était au courant de tout. Là-haut, sur la lande, près de la ville de Viborg, était la nouvelle et belle maison du doyen de la cathédrale, aux pierres rouges et pignons pointus. La fumée sortait épaisse de la cheminée. Son aimable femme et ses gracieuses filles, assises dans la fenêtre en saillie, regardaient, par-dessus l'épine fleurie du jardin, la lande brune. Qui cherchait leurs yeux? Ils cherchaient le nid de cigogne perché sur la maison délabrée. Le toit était de mousse et de joubarbe, si l'on peut parler de toit. Le plus clair de la couverture était le nid de cigogne, seule partie qui était réparée, car la cigogne l'entretenait. C'était une maison qu'on pouvait regarder, non toucher. Je devais l'aborder avec précaution, dit le vent. À cause du nid de cigogne, la maison put rester là, bien qu'elle fût un épouvantail pour la lande. Le doyen ne voulait pas renvoyer la cigogne, en sorte que la bicoque pouvait rester, et aussi la pauvresse qui l'habitait. Elle pouvait en remercier l'oiseau égyptien, ou bien lui était-il reconnaissant d'avoir autrefois intercédé pour le nid de son frère sauvage dans la forêt de Borreby? Elle était alors, la pauvre, une jeune enfant, une élégante pâle Jacinthe dans le noble jardin. Elle se rappelait tout cela, Anne Dorothée. Oh, oh. Oui, les gens peuvent soupirer, comme le vent dans les joncs et les roseaux. Oh, sur ta tombe, Waldemar Doé, aucun sacristain n'a sonné. Les enfants pauvres de l'école n'ont pas chanté lorsque l'ancien seigneur de Borreby a été mis en terre. Oh, tout prend fin, pourtant, la misère aussi. La sœur Ida est devenue la femme d'un paysan. Ce fut la plus dure épreuve de notre père. Le mari de sa fille, un misérable serf que son maître aurait pu envoyer sur le chevalet de torture. Maintenant il doit être sous terre. Et toi aussi, Ida? Oh oui, pour moi, malheureuse, ce n'est pas encore fini. Pauvre vieille, délivre-moi, puissant Christ. Telle était la prière d'Anne Dorothée dans la misérable maison qu'on laissait debout à cause de la cigogne. La plus intrépide des sœurs, je m'en suis chargée, dit le vent. Elle se fit tailler un vêtement conforme à son tempérament. Elle se présenta comme un pauvre gars et s'engagea sur un bateau, avait la mine revêche, mais voulait faire sa besogne. Seulement elle ne savait pas grimper. J'ai soufflé, et l'ai envoyée par-dessus bord, avant que personne ait su qu'elle était une femme. Et j'ai sans doute bien fait, dit le vent. C'était un matin de Pâques, comme lorsque Waldemar Doé crut avoir trouvé l'or rouge, et j'entendis sous le nid de la cigogne, entre les murs chancelants, chanter un psaume, le dernier chant d'Anne Dorothée. Il n'y avait pas de vitre, seulement un trou dans le mur. Le soleil vint comme une boule d'or et entra par là. Quel éclat! Les yeux de la vieille s'éteignirent, son cœur se brisa. Il l'aurait fait aussi bien si le soleil n'avait pas lui sur elle ce matin-là. La cigogne lui fournit un toit jusqu'à sa mort. Je chantais sur sa tombe, dit le vent. J'ai chanté sur la tombe de son père, je sais où elle est. Et où est la tombe d'Anne Dorothée? Je suis seule à le savoir. Nouveau temps, autre temps, la vieille route aboutit à un terrain clos. Les tombes font place à la route. Et bientôt viendra la vapeur avec sa suite de voitures, qui grondera sur les tombes, oubliées comme les noms. Ouh, allons-nous-en! Telle est l'histoire de Waldemar Doé et de ses filles. Racontez-la mieux, vous autres, si vous pouvez.
dit le vent en se retournant. Il était parti. Fin de la lecture du conte Le vent raconte l'histoire de Waldemar Daoé et de ses filles. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.